Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes ravis avec Vanessa Labose, qui est responsable juridique au sein de notre MEDEF territorial. On est heureux de vous retrouver dans le cadre de ce webinaire, euh, avec un titre un petit peu léger, mais dont on sait que derrière, il est lourd, il est important, il est problématique, et qui sont bien évidemment la question des licenciements pour motif économique. Ce webinaire, vous l'avez compris, s'inscrit dans la suite des différents webinaires que nous avons organisés pour nos adhérents, pour les entreprises du territoire qui ont été confrontées tour à tour à la mise en œuvre de l'activité partielle. Grande nouveauté dont peu d'entreprises connaissaient à la fois la finalité et le fonctionnement. On a fait un webinaire également sur le télétravail, qui a été une nouvelle forme de travail que beaucoup d'entreprises ont découvert. Et puis, parce que c'est un sujet qui est un sujet d'actualité, celui des licenciements pour motif économique. Alors, je vais développer avec vous un certain nombre d'observations concernant ces licenciements pour motif économique, mais il me paraît important d'avoir toujours présent à l'esprit, et si ce webinaire pouvait ne servir qu'à ça, j'en serais déjà content, trois idées, trois principes qui doivent être que les chefs d'entreprise doivent avoir à l'esprit quand ils réfléchissent aujourd'hui, en juin 2020, quand ils réfléchissent au licenciement pour motif économique. Premier principe, et il faut le rappeler, à aucun moment, le licenciement pour motif économique a été interdit. Il n'y a jamais eu d'interdiction, de restriction, de limitation des licenciements pour motif économique. Ça, c'est un premier point qui a été d'ailleurs, je crois, rappelé par les plus hautes autorités gouvernementales. Le droit de licencier, qui est un droit lourd, qui est un droit sévère, qui est un droit fort de conséquences, qui appartient aux entreprises, ce droit-là n'a pas été mis à bas, n'a fait l'objet d'aucune restriction. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe à avoir à l'esprit, mais qui touche cette situation un peu particulière, cette période inédite que nous vivons, c'est que nous allons passer de l'activité partielle telle qu'on a pu l'expliquer, telle que vous la connaissez d'ores et déjà pour nombre d'entre vous. On va vraisemblablement passer, je dis vraisemblablement parce que les textes ne sont pas encore parus, mais vont paraître nécessairement sous peu, à ce qu'on pourrait appeler de l'activité partielle longue durée. Alors, je ne sais pas si c'est le terme qui sera retenu au final, APLD. Toujours est-il que l'idée dont on entend parler actuellement dans les sphères gouvernementales, c'est l'idée de passer d'un système qui a un caractère nécessairement provisoire, temporaire, exceptionnel, qui est l'activité partielle, où certains ont pu parler d'une forme de nationalisation des salaires. Vous voyez jusqu'à quel point cette activité partielle a pu avoir un succès, enfin du moins une ampleur absolument, une généralisation absolument jusque-là, absolument inconnue. On va proposer aux entreprises, d'après ce que l'on comprend, et c'est la deuxième idée que je voulais évoquer avec vous, à ce qui serait de l'activité partielle à plus long terme, mais une activité partielle, si on comprend bien ce qui semble nous être réservé, qui contiendrait un certain nombre d'engagements. En d'autres termes, l'idée pourrait être la suivante, une sorte de deal, si vous me permettez cet anglicisme. L'État est prêt à vous engager, prêt à vous soutenir financièrement, mais il faudra des contreparties. Et ces contreparties, vous l'aurez compris, elles s'évoqueront vraisemblablement en termes de maintien dans l'emploi de toute ou partie de l'emploi. Et donc, c'est le deuxième principe qu'il faut avoir présent à l'esprit, qui est que dans les licenciements économiques, il va y avoir cette nouveauté qui va intervenir et nécessairement si ces textes voient le jour à court terme, il faudra en tenir compte dans les choix que feront les entreprises qui pourront être, soit on rentre dans cette voie-là, soit on n'y rentre pas, mais au moins se poser la question, sachant que si elle ne rentre pas, a priori le droit à licencier pour motif économique sera complètement ouvert, soit elles décideront pour différentes raisons de rentrer dans ce nouveau process. Et là, pour le coup, la contrepartie aux aides qui pourraient intervenir seront le fait de maintenir l'emploi. Et puis, troisième principe, qu'il est une constante, qu'on soit avant crise sanitaire ou qu'on soit pendant cette crise ou dans le début du déconfinement, toujours se rappeler que le licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel, collectif,
Et comme je l'indiquais, une mesure difficile à prendre souvent pour les entreprises, souvent malheureusement, et on le sait bien, à regret, c'est jamais de gaieté de cœur qu'un chef d'entreprise envisage un licenciement pour motif économique. C'est donc une décision difficile, c'est une décision qui est très encadrée dans sa mise en œuvre, dans les principes qui la gouvernent, dans les conséquences qui peuvent intervenir à la suite de cette prise de décision. Et donc, là aussi, c'est une décision qui ne doit pas se prendre à la légère. Et l'objet du webinaire que l'on vous propose avec Vanessa cet après-midi, c'est justement de vous rappeler, de préciser un certain nombre de points qui doivent être connus, dont les chefs d'entreprise doivent avoir conscience avant de se lancer ou au moment où ils se lanceront dans un licenciement pour motif économique, se rappeler qu'il y a des règles et que ces règles, il faut les respecter et que ce n'est pas parce que nous sommes dans cette situation aujourd'hui exceptionnelle, inédite, que tout est possible, que j'aurais envie de dire les principes que tout est libéré. Non, pas du tout. Le licenciement obéit à un certain nombre économique, obéit à des contraintes. Ces contraintes, elles sont toujours là, elles seront toujours là, sauf changement de législation. Et donc, ne nous attendons pas, en fait, à comment dirais-je, une légèreté ou un allègement de toutes ces contraintes. Elles existent, elles sont présentes. Et l'intérêt de ce webinaire, encore une fois, va être de vous rappeler bien comment marchent ces licenciements et quelles sont les contraintes auxquelles il faut prêter attention, quelles sont les conséquences, les choix que vous devez faire et les questions surtout que vous devez vous poser. Voilà, ce préambule était un petit peu long, mais encore une fois, il était important de vous le rappeler avec toujours présent à l'esprit donc ces trois principes. 1, il n'y a jamais eu d'interdiction de licencier. 2, il va y avoir des mesures destinées à soutenir les entreprises. Et ces mesures, si les entreprises rentrent dedans, eh bien, sachez qu'a priori, d'après ce que l'on sait, elles auront des incidences justement sur une éventuelle limitation du droit à licencier. Et puis, troisièmement, toujours se rappeler que le licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, est une mesure grave qui est entourée, qui est conditionnée, qui doit être causée, qui doit respecter un certain nombre de règles, sauf à prendre des risques inconsidérés, risques qui, vous le savez, au bout du compte, peuvent mettre en péril le fonctionnement d'une entreprise. On pense particulièrement à nos TPE, PME. Voilà. Ce préalable étant rappelé, je voudrais maintenant rentrer dans le vif du sujet et vous proposer donc une série d'observations qui se dérouleront en deux grandes parties. Pardonnez-moi ce plan peut-être un petit peu classique, un peu universitaire. Première partie, pourquoi on fait des licenciements économiques? C'est quoi, comment ça fonctionne? Quelles sont les raisons? Quelles sont les causes? À quoi faut-il faire attention? Et puis, une fois que on se lance dans un licenciement pour motif économique, et concrètement, c'est comment? Et là, il y aura, vous savez, cette distinction qui est toujours d'une grande actualité entre le licenciement individuel, c'est une personne qu'on licencie au sein d'une entreprise, ce que l'on appelle ensuite les petits licenciements pour motif économique, c'est-à-dire les licenciements de moins de 10 salariés, et puis aussi des observations, bien évidemment, sur ce que l'on appelle les grands licenciements pour motif économique, qui sont les licenciements qui portent sur 10 postes au moins. Voilà donc deux grandes parties qu'on va animer, sachant qu'au terme de chacune des parties, bien évidemment, vos questions, et vous avez déjà posé un certain nombre de questions, on essaiera d'y répondre. Et Pascal, qui est notre animateur, ou plus exactement, qui veille au bon fonctionnement de ce webinaire, pourra intervenir à tout moment pour nous interrompre, Vanessa et moi, sur les questions que vous auriez à vous poser immédiatement. Donc, si vous le voulez bien, commençons immédiatement les licenciements, première partie, les licenciements économiques. Pourquoi? Et là, on va avoir trois séries d'observations qui vont nous intéresser. C'est les causes du licenciement. Qu'est-ce qui peut justifier un licenciement? Quelles sont les conséquences de ce licenciement? Ça va être, on va le voir, une suppression de l'emploi, et le terme est fort parce que suppression d'emploi, ça signifie qu'il n'y aura pas de réembauche possible. Et puis, à un moment donné, troisième élément, il faudra se poser la question du reclassement, qui reste un sujet d'une grande actualité en ce qui concerne, enfin d'une acuité importante. Et puis, dernier point qui m'a paru important d'évoquer avec vous dans le pourquoi, c'est une fois qu'on a la cause économique, une fois que le poste est supprimé, une fois que malheureusement, on n'a pas pu reclasser, et donc on se retrouve avec 5, 6, 7, voire plus, ou voire même un seul salarié à licencier.
la question terrible, et qui est une vraie question, et qui est une question souvent douloureuse au sein des entreprises. Il faut que je supprime un poste, mais qui vais-je licencier? Et là, on est sur toute la question des critères de licenciement, des catégories professionnelles, et ça, c'est un sujet important. Donc voilà une première partie, vous l'avez compris, qui est dense, qui va nous permettre d'aborder un panorama général du licenciement pour motif économique, avant d'aborder en deuxième grande partie, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les procédures proprement dites. Donc là, panorama général qui va reprendre, vous le verrez, un certain nombre de principes qui sont des principes connus, reconnus depuis de longue date, mais qui permettront, je l'espère, de vous donner une vision globale de ce que c'est précisément un licenciement économique et les contraintes auxquelles celui-ci est associé. Alors venons-en tout de suite, si vous le voulez bien, aux causes économiques. Eh bien, dans ce domaine, je dirais que les choses se sont objectivement un petit peu simplifiées, à savoir que dans un licenciement économique, et il est important de le relever, un licenciement économique, peut-être pour le définir d'une façon générale, c'est ce que l'on appelle un licenciement dont le motif est non inhérent à la personne du salarié. C'est-à-dire que, en gros, si vous me permettez cette expression, ce n'est pas la faute du salarié, la faute pas au sens forcément disciplinaire, mais ça ne dépend pas de lui, il est un peu en quelque sorte irresponsable de la situation. Il faut mettre un terme à des contrats de travail, mais ça n'est pas parce qu'il travaille mal ou parce qu'il a commis des fautes ou parce qu'il est insuffisant, non, non, c'est non inhérent à sa personne. Et donc, dès qu'on est dans le non inhérent à la personne, on est dans le domaine économique. Et dans le domaine économique, pour pouvoir licencier, il y a un certain nombre de dispositions du Code du travail. Et là, je ne vous les ai pas tous mis parce que ça aurait été peut-être un petit peu long et un peu lourd, mais sachez que quand on veut licencier pour motif économique, eh bien, on doit fondamentalement être confronté à l'une des trois situations suivantes. La première, je la cite pour ne plus avoir à en parler, qui est celle de la fermeture, tout simplement, de l'entreprise. On ferme l'entreprise, on cesse l'activité, et attention, j'ai indiqué de l'entreprise, c'est-à-dire que vous avez votre entreprise qui a son siège à Aubervilliers et vous avez un établissement à Créteil, vous fermez l'établissement de Créteil, ça n'est pas une cession d'activité au niveau de l'entreprise, puisque ça n'est qu'un établissement que l'on ferme, donc vous n'êtes pas dans cette situation-là. Donc fermeture de l'établissement, on voit bien, enfin plus exactement, pardon, de l'entreprise, on voit bien à quoi ça peut correspondre, c'est des situations qui existent, fort heureusement pas forcément si souvent que ça, mais voilà, ça c'est une des causes du licenciement pour motif économique. Et puis il y a deux causes principales. La première, c'est celle dont on va parler tout de suite, les difficultés économiques, et puis une autre qui est une cause qui aujourd'hui a force de loi, qui avait été créée par la jurisprudence il y a un certain nombre de temps, qui est la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Alors, voyons si vous voulez bien les difficultés économiques. Difficultés économiques, on sait ce que c'est, hein, c'est des pertes de chiffre d'affaires, c'est des résultats d'exploitation négatifs, c'est de la trésorerie dans une situation absolument catastrophique. Pourquoi je vous ai cité cette partie du Code du travail? Parce que pendant longtemps, le Code du travail s'est contenté de viser des difficultés économiques, sans trop dire ce que c'était. Alors souvent, on se plaint parfois que le Code du travail est un peu lourd et contient trop d'articles. Il faut reconnaître que c'est un peu vrai, mais de temps en temps, c'est utile quand le législateur prend soin de nous donner quelques précisions, quelques indicateurs qui, vous l'avez compris, renforcent l'objectivisation de la situation et permettent de se raccrocher à des considérations un petit peu plus solides que simplement des arrêts de jurisprudence qui, on le sait, évoluent avec le temps. Et donc, en ce qui concerne les difficultés économiques, eh bien, le Code du travail, et on le voit sur l'article qui vous est affiché, sachant que les slides vous seront bien évidemment envoyés à tous ceux qui ont participé à ce webinaire, eh bien, on vient nous donner quelques indications sur justement les indicateurs économiques. Et on vient nous dire que voilà, il faut au moins qu'il y ait un indicateur économique, et on nous les cite sans que forcément ils y soient tous, puisque c'est tel que, on peut imaginer qu'il pourrait y en avoir d'autres, une baisse de commande, du chiffre d'affaires, une perte d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Donc vous voyez que le législateur est assez large dans ce qu'il appelle difficultés économiques, mais c'est intéressant de savoir que, et là je ne suis pas, contrairement à mes associés experts comptables, je n'ai pas autant de précision de chiffres à vous donner ou d'expressions à vous donner, il n'en reste pas moins qu'on voit bien les baisses de commandes, les baisses de chiffre d'affaires, et on sait que c'est quelque chose notamment qui aujourd'hui contraint, ou je dirais les entreprises, notamment dans le cadre de la crise actuelle, doivent faire face.
Alors donc, on nous donne on nous dit ce que sont les indicateurs qui vont nous permettre de dire est-ce que je suis ou pas en situation économique. Et puis, on va également nous dire, eh bien, s'agissant précisément de la baisse de commandes ou la baisse du chiffre d'affaires, eh bien, nous, législateurs, nous considérons que cette baisse devient significative et donc peut justifier des licenciements si on compare une année N à l'année N-1. Et là, c'est des comparaisons qui vont se faire par un nombre de trimestres en fonction du nombre de salariés. Et vous voyez que, par exemple, en ce qui concerne le chiffre d'affaires, eh bien, pour une entreprise de moins de 11 salariés, on va comparer un trimestre de l'année 2020 au même trimestre de l'année 2019. Puis si vous avez plus de 11 salariés et moins de 50, eh bien, ça sera 2 trimestres consécutifs, 3 ou 4, etc. Vous avez compris comment le système marche. Donc, ça suppose, et on le comprend bien en matière économique, de disposer des documents comptables qui permettent d'avoir une vue rétrospective de la situation économique de l'entreprise, quels ont été les résultats, quels ont été plus globalement les chiffres sur les 12 mois précédents, voire les 24 mois précédents, si tout ça peut donner un peu plus de sens à la compréhension des difficultés économiques, en ayant toujours le rappel que la cause économique, elle existe au moment du licenciement. Donc c'est au moment du licenciement qu'on doit être en difficulté économique, si difficulté il y a. Mais il est toujours intéressant quand, notamment, on a un CSE qu'il faut aller expliquer le pourquoi du comment et le pourquoi d'une mise en œuvre d'un licenciement pour motif économique, ou même dans la lettre de licenciement, quand on a ne serait-ce qu'un salarié à licencier pour motif économique. Il est toujours intéressant, et là c'est une préconisation que je vous donne, de donner quelques indications de ce que pourrait être l'avenir, avec peut-être des perspectives qui justement sont des perspectives plutôt négatives, qui ne laissent pas espérer un redressement significatif à court terme de la situation et qui donc vont justifier le licenciement. Et donc au final, ce qui légitimera ce licenciement pour motif économique, c'est à la fois le passé, si on le compare au présent, donc avec des chiffres qui sont en baisse, pour ne pas dire en berne, et un avenir dont on sait qu'il est toujours difficile de le prévoir, comme disait Woody Allen, mais il est clair qu'un avenir qui ne laisse pas augurer une amélioration sensible qui permettrait d'éviter ce licenciement pour motif économique. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ces dispositions législatives, c'est que vous avez ce que l'on appelle des indicateurs économiques, et que, notamment en ce qui concerne la baisse de commande et le chiffre d'affaires, eh bien, le législateur vient nous donner des éléments de temps, des éléments temporels qui objectivement nous sont bien utiles pour pouvoir qualifier, parce que c'est le rôle des juristes que nous sommes, de qualifier l'existence ou non de difficultés économiques. Donc voilà pour l'une des 3 causes du licenciement économique. Je vous rappelle celle que j'ai évoquée en parlant très rapidement, qui sont la cessation de l'activité. Deuxièmement, on a donc les difficultés économiques. Et puis, on a la troisième, comment dirais-je, troisième motivation, qui est une motivation un peu abscon, qui a laissé, vous vous en doutez, qui a donné du fil à retordre à la doctrine, à la jurisprudence, et qui est une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Rapidement, là aussi, pour essayer de résumer presque maintenant 20 ans de jurisprudence. Sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, c'est en fait faire un pari sur l'avenir. Ça veut dire quoi en essayant de le reformuler en des termes les moins jargonnants possibles? C'est de se dire, voilà, si je ne fais rien, je vais dans le mur. C'est ça, sauvegarder la compétitivité. C'est-à-dire que si je laisse le statu quo, eh bien, ce statu quo fait que je vais petit à petit perdre des parts de marché, je vais petit à petit être moins compétitif, et à court terme, c'est toute mon entreprise qui risque de capoter, c'est la totalité des emplois que je vais peut-être perdre. Et donc, pour éviter de me retrouver dans cette situation, qui est encore une fois un pari sur l'avenir, eh bien, je suis obligé de me réorganiser et d'envisager, notamment dans le cadre de cette réorganisation, d'envisager un certain nombre de suppressions d'emplois. Je voudrais simplement, un peu à titre historique, vous donner l'arrêt qui a, en quelque sorte, mis en œuvre, avant même que la loi se saisisse de ce motif de sauvegarde de compétitivité de l'entreprise, de vous dire d'où ça sort. Et je trouve que l'exemple historique, il est assez bon. En fait, ça concerne, pour certains d'entre vous, et pardonnez-moi si vous le savez déjà, c'est ce que l'on appelle l'arrêt page jaune. Vous vous rappelez les pages jaunes? On recevait, vous savez, ces bottins là, qui pesaient 1 tonne, dans lesquels il y avait de la publicité. Et les commerciaux qui étaient salariés de la société Page Jaune bénéficiaient avaient des avantages
une rémunération variable qui était basée sur les publicités sur ce qu'on appelle dans ce milieu-là le print, c'est-à-dire sur l'édition papier. Bien. Et percevait des commissions assez conséquentes. Et puis, on a compris que se développait de plus en plus une version en ligne, pour laquelle les dits commerciaux avaient des rémunérations, parce que c'était novateur, parce que assez faibles. Et l'entreprise Page Jaune s'est rendu compte que si elle n'inversait pas le sens de sa recherche de publicité, eh bien à terme, Page Jaune deviendrait un fantôme ou disparaîtrait purement et simplement, comme avait pu disparaître Kodak il y a un certain nombre d'années entre l'argentique et le numérique. Et donc, alors que Page Jaune n'était pas dans une situation de difficulté économique, que les choses soient parfaitement claires, eh bien Page Jaune avait engagé une procédure de licenciement pour tous ces salariés commerciaux qui avaient refusé une baisse de leur rémunération sur le print, malgré la contrepartie d'une augmentation de la rémunération variable sur la partie numérique. Ils avaient dit non, nous on veut continuer comme on est actuellement. Bon, très bien, avait dit la société, je vous licencie pour motif économique. Et la jurisprudence avait considéré que cette motivation était une motivation valable. L'entreprise, en gros, était, si vous me permettez l'expression, au bord du gouffre. Si elle ne fait rien, elle leur ferait un grand pas en avant, et on imagine la suite. Et bien là, l'entreprise, pour sauvegarder sa compétitivité, fait un pas de côté, reste donc toujours au bord de la falaise, est obligée de prendre un certain nombre de mesures, dont notamment un certain nombre de licenciements, mais ces quelques licenciements auront un effet bénéfique puisqu'ils permettront à la totalité de l'entreprise de sauvegarder sa compétitivité et donc de rester en lice et de pérenniser les différents emplois. Voilà, j'étais un petit peu long sur cet aspect-là, mais pour vous dire que quand on évoque la sauvegarde de la compétitivité, et c'est un motif, je reviens à nos cas particuliers, qui va sûrement avoir recours aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons. C'est-à-dire, est-ce que je vais vraiment repartir? Est-ce que, compte tenu du marché, compte tenu de la consommation qui existe, si je reste organisé comme je suis, je vais peut-être jamais m'en sortir. Donc, j'ai besoin dès maintenant de me réorganiser. Cette réorganisation va peut-être passer par un certain nombre de licenciements pour motif économique. Même si aujourd'hui mes difficultés économiques ne sont peut-être pas forcément complètement avérées, eh bien, il faut que je sauve ma compétitivité. Et là, sachez que c'est un motif de licenciement et c'est un motif qui, effectivement, me permettra d'engager un licenciement. Mais vous voyez qu'il y a une cause qui est beaucoup plus difficile à qualifier, beaucoup plus difficile à énoncer, puisque on passe de l'examen de documents comptables, les chiffres sont ce qu'ils sont, à un pari sur l'avenir, et c'est difficile ce pari parce que, personne, si on le réussit, personne ne saura que vous aviez raison, puisque justement il a été réussi. Donc c'est toujours un petit peu difficile ensuite en cas de contentieux, mais de venir dire, d'aller expliquer, si je ne l'avais pas fait, j'aurais perdu. Vous savez, connaissez l'expression, si j'aurais su, je ne serais pas venu. Bref, en reprenant cette formule connue de la guerre des boutons, il faut venir expliquer que si on n'avait pas pris ce type de mesure, c'est la totalité des emplois de l'entreprise qui aurait été perdue. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les causes économiques. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il faut les prendre, parfois les combiner ensemble. Là aussi, ça suppose une réflexion en amont forte pour les entreprises, dans quel niveau elles se trouvent, quelle est leur situation. Sur ces causes économiques, quelques points de rappel qui sont importants. D'abord, quel est le périmètre? Je reprends mon exemple de tout à l'heure, qui est un exemple tout simple, tout bête. J'ai mon siège avec mon siège social et 30 salariés qui sont à Aubervilliers. J'ai un entrepôt, un établissement où j'ai 5-6 salariés qui sont à Créteil. Clairement, cet établissement me coûte de l'argent. Clairement, il n'est pas performant. Bref. Clairement, il me coûte de l'argent, mais est-ce que pour autant j'ai la possibilité de licencier? Eh bien, s'il ne suffit pas d'avoir des difficultés dans un des établissements de l'entreprise ou dans une des activités de l'entreprise, quand on dit qu'il faut apprécier les causes économiques au niveau du périmètre de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut se situer au niveau des chiffres globaux de l'entreprise. En d'autres termes, ce n'est pas parce que j'ai un service qui fonctionne mal, qui me fait perdre de l'argent, qu'au niveau de l'entreprise, je suis en difficulté économique
où je perds de l'argent ou que ma compétitivité est en cause. Les employeurs ont parfois du mal à comprendre cette distinction qui, je vous l'accorde, n'est pas forcément simple. Donc, retenez une chose, l'appréciation des causes économiques, celle dont on parle tout à l'heure, celle dont je viens de parler, s'apprécie au niveau de l'entreprise et non pas au niveau de tel ou tel service, au niveau de tel ou tel département qui fonctionnerait moins bien qu'un autre. Si au total, en d'autres termes, on a un département, je reviens à mon siège social d'Aubervilliers, qui finalement compense les pertes de mon établissement de Créteil, ou l'inverse, hein, bien évidemment. Si au total, mes chiffres sont bons, je ne suis pas en situation de difficulté économique au niveau de l'entreprise. Est-ce que je suis en nécessité de sauvegarder mon entreprise, enfin la compétitivité de mon entreprise? Là, c'est une réflexion qu'il faut mener. Là, je parle de l'entreprise quand l'entreprise est seule. On pense à la TPE, la PME, avec son chef d'entreprise qui est tout seul. Alors, parfois, il peut y avoir une holding au-dessus de lui, une holding familiale, mais disons, pour aller à l'essentiel, qu'il est seul. Si en revanche, cette même société appartient à un groupe de sociétés, eh bien là, le périmètre que l'on prend en compte, c'est non pas le périmètre de l'entreprise, mais c'est le périmètre du groupe. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'on puisse avoir au sein d'un même groupe une PME. Imaginons que, je reprends, vous avez notre exemple de notre société qui est à Aubervilliers. Nous avons non pas un établissement, mais une société qui est à Créteil, pour rester dans notre périmètre de France 93-94. Eh bien, ces deux sociétés, si elles appartiennent au même groupe et forment entre elles-mêmes un groupe, eh bien, c'est au niveau de ce groupe de sociétés qu'il faudra apprécier si nous sommes en difficulté ou pas. Alors, avec deux précisions qui sont importantes. La première, quand on parle d'un secteur, quand on parle d'un groupe, eh bien, il faut s'attacher au secteur d'activité auquel appartient l'entreprise. Je vais vous donner un exemple qui est un exemple énorme, mais prenons par exemple le cas de Bouygues. Bouygues, c'est un groupe. Mais à l'intérieur du groupe, il y a le secteur d'activité du BTP et puis le secteur d'activité concernant la téléphonie. Et donc, si la téléphonie était en difficulté, eh bien, on comparerait, on apprécierait le secteur d'activité de la téléphonie et on ne procéderait pas à une analyse du groupe Bouygues tout entier. Voilà ce que signifie la notion de secteur d'activité quand on est au sein d'un groupe. Et deuxième précision importante, on parle que là des établissements, des entreprises qui sont situées sur le territoire national. Vous savez, c'était toute cette distinction qui était de la société qui ne va pas bien en France, mais que le groupe se porte très très bien à l'étranger. Et bien, avant les ordonnances Macron, parce que c'est clair, ce sont les ordonnances Macron qui sont intervenues, eh bien, les possibilités de licencier n'existaient pas, parce qu'au niveau du groupe, dont le vaisseau amiral, par exemple, se trouvait à l'étranger, eh bien, comme le vaisseau amiral allait bien, que le groupe allait bien, même basé à l'étranger, eh bien, on ne pouvait pas licencier pour motif économique en France. Aujourd'hui, ce principe a été banni, enfin, ce n'est plus le principe en vigueur au terme de la loi, sauf fraude, bien évidemment, et on imagine les organisations de fraude qu'il peut y avoir, mais je ne veux pas rentrer dans cet aspect-là. Un point important pour notamment les rédactions de lettres de licenciement, donc soyez attentifs quand il faudra à un moment donné envoyer une lettre de licenciement qu'il faut motiver. Vous vous posez la question, oui, ok, difficulté économique, voilà, est-ce que vous appartenez à un groupe, est-ce que vous êtes une seule entreprise, et vous savez combien dans le formalisme au niveau de licenciement, c'est important, donc ne pas se tromper, parce que si vous ne visez que l'entreprise alors que vous appartenez à un groupe, si petit soit-il, eh bien vous êtes chocolat. Votre lettre de licenciement ne tiendra pas et vous risquez de rentrer dans un processus de licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc d'où l'importance de ces éléments. Voilà ce que je voulais vous dire sur les causes économiques. Donc, prenons pour acquis que les causes existent, que vous êtes dans une situation, malheureusement, encore une fois, bien évidemment, de difficultés économiques ou de nécessité de vous réorganiser pour sauvegarder votre compétitivité. En d'autres termes, vous faites preuve d'anticipation. C'est bien souvent ce que l'on demande aux chefs d'entreprise, faire preuve d'anticipation. On sait que c'est le plus dur pour un chef d'entreprise. Eh bien, une fois que c'est acquis, une fois que vous considérez que vous êtes dans une situation de cause économique, au sens où l'entend la loi, eh bien, ça n'est pas tout. En matière de licenciement économique, il y a un processus qui doit se dérouler.
il faut que cette difficulté, cette cause économique ait une conséquence. Et la conséquence, c'est quoi? Eh bien, la conséquence, c'est simple à dire, mais il faut quand même le réaffirmer. Eh bien, il faut qu'il y ait une conséquence au niveau de l'emploi, et il faut que cet emploi soit supprimé, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. En d'autres termes, je parlerai de la modification juste après. En d'autres termes, ça veut dire quoi un emploi supprimé? Bien, c'est tout simple, hein. Enfin, pour faire simple, il faut simplement s'assurer qu'il n'y a pas de réembauche au niveau du même emploi, bien évidemment. C'est comme ça que notamment se rapporte la preuve de la suppression d'emplois. Et je peux vous assurer que devant un conseil de prud'homme, un document qui est fondamental, essentiel pour une entreprise, c'est bien évidemment son registre unique du personnel, parce que c'est un élément d'information que les conseillers prud'homme, que le conseil de prud'homme voudra voir, voudra examiner, parce que c'est là qu'on voit quel est le niveau de suppression d'emplois, mais surtout le niveau de réembauche. Est-ce qu'il y a eu des réembauches et est-ce que ces réembauches ne vont pas à l'encontre d'un emploi qui aurait été prétendument supprimé? Donc voilà, il est important de se constituer des preuves et l'une des preuves négatives que l'on se pose, c'est de s'assurer ou de justifier que d'une façon ou d'une autre, on n'a pas réembauché par ailleurs des postes à des fonctions de même nature. Bien. Un point peut-être pour vous donner quelques précisions sur ce qu'on appelle la modification du contrat de travail. Deux mots, modification du contrat de travail, c'est quand vous savez qu'on porte atteinte à un élément fondamental, essentiel du contrat de travail, à sa rémunération, à la qualification, voire à son lieu de travail. Eh bien, dans ces cas-là, le poste n'est pas supprimé, mais le poste est soit délocalisé, soit transformé, soit réduit dans ses responsabilités, soit réduit dans son temps de travail. Hein. J'avais deux assistants, où j'avais un assistant, et puis je suis une TPE, j'ai un assistant, je suis en difficulté économique. J'ai plus besoin maintenant que d'un assistant à temps partiel. Mon poste n'est pas supprimé parce que j'ai toujours besoin d'un assistant. Eh bien, on va être là dans un processus un tout petit peu particulier, mais qui va rejoindre le licenciement pour motif économique. Il y a une disposition du Code du travail, article 12-22-6 du Code du travail, où là, je vous le donne juste pour information, eh bien, à mon assistant, je vais lui faire une lettre recommandée pour lui indiquer, écoutez, voilà, pour différentes raisons économiques, vous étiez à temps plein, maintenant c'est temps partiel, vous avez un mois pour accepter ou pour accepter ou pour refuser. Et le silence, c'est très exceptionnel en droit du travail dans ce cas-là, le silence vaut acceptation. Donc, si la personne ne me répond pas au bout d'un mois, elle passe de 35 heures à 24 ou 25 heures à temps partiel. Et puis, si elle refuse, eh bien, si elle refuse, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à travailler pour moins qu'il ne gagnait auparavant, on ne peut pas obliger quelqu'un à aller travailler, par exemple, à Marseille, alors que le local aujourd'hui, enfin son lieu de travail était aujourd'hui, sauf clause de mobilité, hein, bien évidemment, était sur la région Île-de-France. Eh bien, on procède à un licenciement pour motif économique. Et là, vous avez compris qu'il faudra bien évidemment dire je vous licencie pour motif économique parce que vous refusez la modification, mais pourquoi je vous ai fait une modification? Je vous ai fait une modification parce que j'ai des causes économiques. Et là, je reviens sur ce que je vous indiquais tout à l'heure, savoir j'ai une des trois causes, plus exactement deux causes économiques qui ont justifié que je vous impose cette modification dont vous n'avez pas voulu. Eh bien, j'en tire les conséquences, je vous licencie pour motif économique. Donc voilà. Donc, un, des causes économiques, deux, une suppression de l'emploi. J'arrive à cette conclusion-là. Est-ce que je peux tout de suite la licencier? Eh bien, écoutez, non, il y a encore une condition à remplir, qui est celle du reclassement. Voilà. Qui est celle du reclassement. C'est la question que vous allez vous poser. Est-ce qu'un reclassement est possible? Et là, il est important de savoir que vous avez compris, j'allais presque dire un chemin de croix. N'allons pas jusque-là quand même. Mais c'est un processus qui avance étape par étape. J'ai mes causes économiques, ma suppression de poste, elle est acquise, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, j'ai une obligation de reclassement. Et si cette obligation de reclassement n'est pas respectée, mon licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Et dans tous les cas de figure, si l'une ou l'autre de ces trois conditions n'est pas respectée, eh bien mon licenciement ne tient pas la route, mon licenciement n'est pas légitime. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de notifier mon licenciement pour motif économique, je vais devoir rechercher si un reclassement est possible. Et là, je vous ai donné un certain nombre d'indications sur ce reclassement qui doivent être recherchées bien évidemment avant le licenciement, et je parle de reclassement interne. Hein. Alors, ce reclassement, eh bien, si je suis qu'une seule entreprise, mon périmètre de reclassement, c'est mon entreprise.
Mais si j'appartiens à un groupe, attention, il va falloir que j'aille rechercher, voir si chez mes collègues, qui sont des sociétés qui appartiennent au même groupe que moi, eh bien, est-ce qu'ils ont la possibilité de me reclasser tel ou tel collaborateur. Alors, quelques éléments pour vous aider à bien comprendre ces aspects-là. Eh bien évidemment, si un jour votre licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif économique que vous avez entrepris est contesté, vous aurez réussi à rapporter la preuve qu'il y a une cause économique. Premier obstacle franchi, c'est un peu la course de haie, c'est le 110 mètres haie, le licenciement pour motif économique. Deuxièmement, oui, mon poste, il est bien supprimé, il n'existe plus, c'est très clair. Et le reclassement, et là, il faut que la recherche du reclassement doit être sérieuse, elle doit être active. Et là aussi, le registre du personnel sera utile parce qu'il y aura eu des rembauches, parce que ça peut être utile d'avoir eu une embauche. Et la question qui se posera, c'est mais est-ce que le salarié que vous avez licencié n'aurait pas pu prendre tel ou tel poste? Et donc là, il faut se poser la question. Est-ce que la formation qu'avait subie ou dont bénéficiait mon salarié, est-ce qu'il n'aurait pas pu travailler dans un autre domaine? Je supprime par exemple un poste de responsable des achats, par exemple. Un premier exemple qui me vient en tête, parce que j'ai plus d'achats pour certaines différentes raisons, mais j'ai toujours besoin de responsables de vente. Et puis je vais avoir besoin d'avoir un responsable de vente. Je vais embaucher un responsable de vente. Bon, est-ce que c'est vraiment deux métiers différents? Est-ce que ce sont deux formations différentes? Et est-ce que mon collaborateur, qui était un grand spécialiste des achats, est-ce qu'il n'aurait pas pu, en étant un peu formé, avec un peu d'adaptation, est-ce qu'il n'aurait pas pu devenir aussi un responsable des ventes? Eh bien, tout ça, c'est une appréciation qui doit se faire de façon concrète, qui doit se faire de façon très, très, très précise, très sérieuse. Et vous avez là à avoir un travail d'appréciation des compétences de vos collaborateurs pour savoir s'ils seraient en mesure de prendre tel ou tel poste dont vous envisagez une réembauche. Un point important, et sur lequel je me permets un tout petit peu d'insister. Quand on parle de reclassement, ça ne signifie pas qu'on doit s'en tenir au poste avec même salaire, même niveau de qualification, même niveau de responsabilité, pas du tout. J'ai un cadre que je licencie, il se trouve que par ailleurs, j'ai un poste d'exécutant, pardonnez ce terme un petit peu, qui n'est pas péjoratif dans mon esprit, mais un poste à moins grande responsabilité, à moins grand salaire. Alors je me dis, jamais, bien évidemment, mon cadre va l'accepter. Eh bien, je ne peux pas, moi, en tant qu'employeur, me substituer à l'appréciation qui sera faite par mon salarié dont j'envisage le licenciement. Et si j'ai un poste disponible, même de niveau inférieur, j'ai l'obligation de le proposer au cadre que je licencie. Donc là aussi, ne vous substituez pas à la décision vraisemblablement de refus qui sera prise par le salarié, parce que cela vous sera reproché. Je voudrais simplement vous donner un exemple, alors qui est un petit peu moins d'actualité, puisque aujourd'hui le reclassement, il est sur le territoire national, mais pendant un temps, vous en aviez peut-être un peu entendu parler de sociétés qui licenciaient sur le territoire national, et puis qui avaient des postes en Roumanie. Je prends la Roumanie parce que ça m'était un exemple dont la presse s'était faite l'écho, à des prix, vous imaginez, des niveaux de salaire absolument infernal, et il y avait, enfin, c'est pas mal, très très bas, et il y avait un certain nombre d'employeurs qui, de bonne foi, dit non, je ne vais pas proposer à mes salariés un poste en Roumanie, c'est pas digne. Bon. Et donc, ils ne le proposaient pas, et donc licenciés. Bien, je peux vous assurer, parce que je l'ai vécu en tant qu'avocat d'entreprise, où j'avais en face de moi l'excellent confrère défendant le salarié, reprochant à mon employeur de ne pas avoir fait une proposition d'un poste en Roumanie. On voit, comment vous dire, l'espèce de mauvaise foi a posteriori, et donc, voilà, alors que l'entreprise, objectivement, aurait considéré, comme je l'indiquais, indigne de proposer un tel poste, eh bien, elle aurait dû le faire. Donc, là, maintenant, la question ne se pose plus avec la Roumanie ou d'autres comment dirais-je, postes à l'étranger, et encore une fois, il n'y a aucune forme péjorative de ma part. En tout état de cause, si vous avez des postes au sein de l'entreprise qui sont des postes même de qualification inférieure, il faut impérativement les proposer aux salariés, quand bien même vous savez que celui-ci le refusera. Un point également, vous voyez, on a toujours je parlais de cette course d'obstacles, il ne suffit pas de dire, dites à propos, j'ai un poste comme ça à vous proposer, d'agent de maîtrise alors que vous êtes cadre, ou d'ouvrier alors que vous êtes agent de maîtrise, etc. Il faut faire des propositions écrites, précises, individualisées. C'est-à-dire que ça procède, ces éléments-là, cette recherche procède, cette précision dans le poste procède du fait que vous avez fait une recherche sérieuse et active. Et là, eh bien, on propose, et là, il n'y a pas de délai.
je vous laisse le temps qu'il faut ou très peu de temps. Ça peut être quelques jours pour accepter ou refuser tel ou tel poste. Alors après, ça dépend s'il faut vous envoyer à 500 km. On peut penser que ce n'est pas très sérieux de vous demander, on est aujourd'hui jeudi, écoutez, j'ai un poste à Bordeaux, là, on est sur la région parisienne, j'ai un poste à Bordeaux lundi, est-ce que vous le prenez ou pas? On voit bien que ce ne serait pas sérieux si on ne laissait pas un peu de temps aux salariés de donner son avis. Mais voilà, tout ça montre bien qu'il faut des offres de reclassement, quand elles existent, bien évidemment, qui sont des offres qui doivent être écrites, précises et individuelles. On croit en avoir terminé, mais pas encore. Pas encore, excusez-moi. On a la cause économique, notre emploi est supprimé, on a recherché partout, vraiment avec toute la bonne foi possible, avec tout le sérieux possible. On a cherché à reclasser, malheureusement. On a 15 personnes, on est une TPE, PME allez, une quinzaine de personnes. Non, je n'ai pas d'emploi à vous proposer, je n'ai pas de reclassement possible. Donc, bien évidemment, c'est un élément à mettre de façon très expresse, de façon à mentionner de façon tout à fait précise dans la lettre de licenciement. Et on comprend bien que plus l'effectif est faible, plus l'obligation de reclassement qui pèse sur l'entreprise est appréciée de façon plus légère, si on peut considérer cela. On considère que le reclassement est impossible. La dernière question qui se pose, et ce n'est pas une petite question, il faut que je procède à un licenciement pour motif économique, oui, c'est acquis, mais qui? Et là, nouvel obstacle ou nouvelle course d'obstacles à franchir. Je vais vous donner, pour bien comprendre, vous donner un exemple, comment dirais-je, j'espère le plus simple possible. J'ai trois salariés qui sont en charge de l'accueil. Il se trouve que j'ai moins besoin d'accueillir. Bref, pour différentes raisons, je dois supprimer un des 3 postes. Eh bien, je ne vais pas forcément licencier celui dont le poste est supprimé. Il va falloir que je procède à une comparaison entre mes 3 salariés. Et pourquoi je vais devoir procéder à une comparaison entre mes 3 salariés? Parce que le qui, eh bien, il se fait au sein d'une catégorie professionnelle. Et une catégorie professionnelle, c'est quoi? On a une vieille jurisprudence, vous voyez, qui a plus de 20 ans. On n'en a pas eu d'autre de plus précise. Hein. C'est un élément assez étonnant. Mais elle s'explique bien. Une catégorie professionnelle, c'est quoi? Ce sont des gens qui, au sein de l'entreprise, ont des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune. Et donc, j'ai mes 3 assistants, ou plus exactement réceptionnistes, personnes physiques. On peut imaginer qu'ils ont une formation professionnelle commune. Ils ont de toute façon des fonctions de même nature. Eh bien, il va falloir que je fasse un choix entre les 3. Et ce choix, je ne vais pas le faire, bien évidemment, de façon subjective. Je vais avoir, et c'est le deuxième bullet point que vous voyez sur le slide, je vais devoir appliquer des critères d'ordre qui vont prendre en compte un certain nombre de thématiques, charge de famille, ancienneté de service, situation du salarié présentant des caractéristiques sociales, rendant leur réinsertion professionnelle difficile, qualité professionnelle appréciée par catégorie. Et donc, je vais devoir, moi, employeur, prendre en compte l'ensemble de ces critères. En quelque sorte, concrètement, faire quoi? Mettre des notes. Et puis avec comment dirais-je, des coefficients sur chacun de ces 4 thématiques. Et puis, celui qui, au bout du compte, aura la note la moins importante, eh bien, sera celui qui, malheureusement, sera désigné pour être licencié. Vous voyez que ce quatrième et dernier obstacle n'est pas des moindres, parce que c'est difficile de faire ce choix. Voilà, mais sachez que c'est important. Et là aussi, sachez que quand on met en œuvre un licenciement, qu'il soit individuel ou collectif, il va falloir utiliser ces catégories professionnelles, ces critères d'ordre. Alors, c'est facile quand j'ai une personne en catégorie professionnelle. Dans ma catégorie professionnelle, je repense à mon assistant, enfin ma personne qui s'occupe de l'accueil. Moi, je trouve que pour différentes raisons, grâce au télétravail, par exemple, l'accueil physique ne représente plus, n'a plus de poste. Je n'en avais qu'un dans la société, c'est lui que je licencie, il est tout seul dans sa catégorie professionnelle, donc là on ne se pose pas de questions, j'aurais envie de dire que c'est assez facile, mais vous avez compris que dès que la catégorie professionnelle comporte plusieurs salariés, eh bien ce choix est un choix douloureux, est un choix objectivement très, très difficile. Et ce que l'on demande aux chefs d'entreprise, vous l'avez bien compris, c'est d'objectiviser la situation et ce n'est pas, bien évidemment, de licencier celui dont, permettez-moi l'expression, allez, je le dis, la tête vous revient le moins. Non, il va falloir donner
des éléments précis qui justifient que c'est bien celui-là qu'il faut licencier parce que, et sachez que c'est une vraie thématique de contentieux et c'est même une thématique presque majeure en matière de licenciement pour motif économique. C'est-à-dire que, objectivement, et l'expérience le montre, les 3 premiers obstacles, avec un dossier, je dirais, bien monté, avec des justifications qui sont ce qu'elles sont, on arrive à prouver la cause économique. On ne l'invente pas, bien évidemment. On arrive à prouver la suppression de l'emploi. Là aussi, on ne l'invente pas. On arrive à montrer que je n'ai pas de reclassement possible. Là où les entreprises trébuchent, et la condamnation sont des condamnations à des dommages et intérêts qui sont équivalents à ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Hein. Ne nous trompons pas, il y a des dommages et intérêts qui sont aussi importants. C'est OK, il y avait un motif économique. OK, mon poste est supprimé. OK, vous ne pouvez pas me reclasser, mais pourquoi moi? Ce n'est pas moi, c'est mon collègue qui aurait dû être licencié. Et là, l'entreprise se retrouve en position défensive pour avoir à justifier que c'est bien moi qu'elle devait licencier et pas le collègue en question. Je peux vous assurer que ça n'est pas forcément simple. Et une fois que j'ai dit ça, on comprend mieux pourquoi, à un moment donné, mais ce n'est pas forcément l'objet de ce webinaire, mais on pourra en parler si vous le souhaitez, et on se dit que parfois le départ volontaire dans un cadre économique, ça peut présenter un certain intérêt parce qu'on n'a pas ce fameux choix à faire, et vous l'avez compris, le choix de la personne au final est peut-être ce qui, de mon point de vue, est le plus difficile à mettre en œuvre dans le cadre d'un licenciement pour motif économique. Et la pratique, c'est pour ça à trouver des solutions alternatives. Alors maintenant, on ne parle plus de départ volontaire, on parle de rupture conventionnelle collective, bref. Mais vous avez compris que l'objectif était en fait d'essayer de contourner cette décision si difficile qui est sur qui cela va tomber. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur les causes, le pourquoi du licenciement pour motif économique. J'ai brossé bien sûr tout cela à grands traits. Presque chaque slide nécessiterait de passer un temps beaucoup plus long pour vous donner toutes les explications nécessaires. Jacques, oui, on va peut-être prendre quelques questions. oui, tout à fait, c'est ce que j'allais vous proposer. Quelques questions avec grand plaisir. Alors, donc, si dans le cadre de la modification du contrat de travail, donc une société propose un avenant de modification du contrat de travail à un salarié, oui. Celui-ci refuse, il est licencié pour motif économique. Oui. Est-ce qu'on peut embaucher une autre personne en lieu et place Tout à fait. Tout à fait. Mais alors attention, embaucher aux nouvelles conditions qui ont été refusées par le salarié. Oui. Ça va mieux en le disant. Ça va mieux en le disant. Vous avez tout à fait raison. Après, qu'est-ce que les qualités professionnelles dans les critères d'ordre, hein? Qu'est-ce qu'on va retenir comme qualité qui va pouvoir justifier qu'on discrimine ou pas tel ou tel salarié? Les qualités professionnelles. Alors, première question du conseil que je suis, c'est, bon, ben, bien évidemment, non, je ne le dirai pas sous cette forme-là, parce qu'elle serait arrogante et désagréable pour l'entreprise, mais est-ce qu'il y a quelques bilans annuels d'entretien? Est-ce qu'il y a des évaluations qui ont été faites qui permettent de voir qu'il y avait peut-être des pistes d'amélioration à mettre en œuvre et qui n'ont peut-être pas été mises en œuvre? Donc ça, c'est un premier critère qui permet de comparer les uns aux autres. La rémunération est un élément qui permet de comparer les uns aux autres. Hors ancienneté, je pense par exemple à mes assistants là, dont je parlais tout à l'heure en matière d'accueil. On peut imaginer qu'il y en ait certains qui soient des super assistants d'accueil et qui, à ce titre-là, on bénéficie tout en ayant les mêmes fonctions, de promotion particulière, apportent une forme de service premium aux personnes physiques. Donc voilà, c'est comme ça qu'on apprécie les qualités professionnelles. On a le salaire, on a la compétence, bien évidemment, parce qu'on peut avoir des fonctions de même nature et puis être moins bon. Par exemple, si on a des commerciaux et qu'on licencie, on doit être amené à licencier des commerciaux parmi une équipe de commerciaux, les résultats, notamment, seront un élément pour apprécier les qualités professionnelles. Voilà, donc là-dessus, je dirais, on est un petit peu au cas par cas, mais voilà, il n'y a pas une liste exhaustive des dites qualités professionnelles. Après, une autre question. La crise sanitaire va donc aider grandement les entreprises de moins de 11 salariés puisque la baisse de chiffre d'affaires sur un trimestre sera évidente pour la prouver. Validez-vous cette impression ou pensez-vous qu'il soit préférable de proposer au cas particulier une rupture conventionnelle? Non, alors, on n'est pas sur les mêmes outils. Si vous voulez, la rupture conventionnelle, c'est la rencontre de deux volontés à un moment donné, alors peut-être un effet d'aubaine, mais là, il faut être très, très, très rigoureux là-dessus. C'est que
c'est pas au lieu et place d'un licenciement pour motif économique. Alors bien sûr, l'intérêt d'une rupture conventionnelle, et c'est pour ça qu'il peut être intéressant de la prendre en amont, c'est peut-être, disons-le, d'inciter, sans être trop pressant, bien évidemment, mais d'inciter un collaborateur à lui indiquer que dans le contexte actuel, peut-être qu'une rupture conventionnelle serait plus intéressante. Alors, bien évidemment, si en face, il y a un salarié qui dit « bah oui, mais moi, ça m'arrange bien, finalement, j'ai une place, je sais que je vais avoir une place ailleurs, tant mieux ». Sauf que, n'oublions pas une chose, la vraie difficulté, c'est que, certes, on a droit au chômage, dans l'un et l'autre cas, mais on n'est pas traité de la même manière. Moi, si j'accepte une rupture conventionnelle en acceptant de quitter votre entreprise et que je me retrouve au chômage, je suis bien moins bien traité que si vous me faisiez licencier pour motif économique. Parce que si je suis licencié pour motif économique, je bénéficie, mais on en parlera tout à l'heure, du fameux CSP qui m'assure, je dirais globalement à 95%, m'assure pendant 1 an le train de vie que j'avais auparavant. Donc, quand vous avez des salariés à qui vous proposez que vous êtes en difficulté économique, une rupture conventionnelle, et qu'avec toute la délicatesse, courtoisie, politesse, ils vous répondent un non un peu ferme, c'est un peu difficile de les blâmer parce que c'est plus intéressant pour eux d'être licenciés pour motif économique. Le seul problème, c'est que s'ils sont licenciés pour motif économique, et pardonnez-moi, je vais rentrer dans un raisonnement très juridique, eh bien, c'est une décision qui n'est plus une décision d'un commun accord. C'est une décision que prend seul l'employeur, qui se retrouve seul face à son risque. Donc, pour faire simple, mais ce que je dis, je ne l'écrirai pas parce que c'est contraire, j'aurais envie de dire, à la logique de tout ça. Si en amont, vous voyez, ma langue a fourché, si en amont, une rupture conventionnelle est possible, faut jamais dire non, si vous voulez. Il ne faut jamais cracher sur une rupture conventionnelle quand celle-ci intéresse aussi l'entreprise, bien évidemment. Mais en soi, elle ne peut pas remplacer les licenciements économiques, et encore moins quand on a un caractère collectif et qu'on envisage de faire plusieurs suppressions de postes. Là, on sait très bien que là, il y a quand même un regard qui est jeté par la directe, qui est un contrôle de la directe qui ne laissera pas faire. Voilà. Autre question, quid lorsqu'à l'issue du licenciement, l'entreprise passe sous le seuil d'élection du CSE? Donc, je pense qu'il y a un CSE à date au moment de la procédure de licenciement, et à l'issue de la procédure, il n'y a plus de CSE. Eh bien, il continue tel qu'il était jusqu'à la fin de son mandat. Autre question, pour les sociétés qui ont bénéficié du chômage partiel, y a-t-il des contraintes ou des risques sur les dossiers à mener d'ici fin d'année avec la directe? Oui, ça fait partie du deuxième principe que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que quand on envisage un licenciement pour motif économique, il faut se poser la question de savoir des aides dont on a pu bénéficier ou dont on voudrait bénéficier. Alors là, parlons du passé, ce sont les aides dont on a pu bénéficier, qui sont l'activité partielle telle qu'on la connaît depuis le 15 mars. Objectivement, elle n'est pas en contradiction, elle n'interdit pas de licencier, il faut le dire haut et fort, c'était le premier principe que j'avais évoqué tout à l'heure. En revanche, il ressort de circulaires qui sont un peu anciennes et qui n'ont pas été réactualisées depuis la crise sanitaire, qu'un salarié qui va être licencié ne peut pas, pendant la période de la procédure, être en chômage partiel. Parce que le chômage partiel, c'est une mesure qui est destinée justement à éviter des licenciements pour motif économique. Et donc, on ne peut pas, pour une même personne, sur une même période, être à la fois en chômage partiel, donc avec l'employeur qui bénéficie d'une aide, parce qu'il a une passe difficile à passer, en quelque sorte, et un licenciement pour motif économique. Donc, la recommandation aujourd'hui, mais je vous parle aujourd'hui 4 juin, parce que là-dessus, on manque encore un petit peu de recul par rapport aux 2 mois qui viennent de se passer, et parce qu'on rentre simplement maintenant là, dans les licenciements pour motif économique. Alors, on n'a pas voulu attendre avec Vanessa pour traiter de ce sujet-là, mais on a encore quelques petites thématiques qui nécessitent encore un peu de réflexion. Ce que l'on peut recommander au jour d'aujourd'hui, c'est que si vous envisagez le licenciement de quelqu'un, à partir du moment où vous envisagez ce licenciement, c'est-à-dire soit vous le convoquez, soit vous engagez la procédure de licenciement via le CSE, on va en parler à l'instant, il faut sortir le salarié de l'activité partielle. Alors, le sortir de l'activité partielle, ça ne veut pas dire pour autant le faire travailler. Ça veut dire ne plus demander d'indemnisation pour lui. Voilà.
Autre question, est-ce que sur une même typologie de poste, nous sommes obligés de licencier la personne qui est arrivée en dernier et non celle dont les résultats sont les moins bons et qui ne souhaite faire aucun effort? Bon, on revient un peu. Ah, on sent bien qu'il y a… Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite dimension personnelle inhérente à la personne du salarié, justement? Je le dis en souriant, mais en fait très sérieusement, parce que ça, c'est la vraie vie, la question que vous posez. Alors, écoutez, je ne vais pas vous donner une réponse. Je vais vous donner une réponse qui ne va pas complètement vous satisfaire, parce que je ne vais pas vous répondre oui, blanc ou noir. Je vais vous dire simplement, regardez comment dirais-je, le slide que vous avez là. On vient nous dire, vous voyez les critères d'ordre, il y en a 4. On peut en privilégier un, mais il faut tenir compte des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait parfaitement imaginer que, et là vous êtes libre, sauf convention collective qui vous impose des critères, de fixer une pondération forte. Alors, la question, c'était pour quelqu'un qui était ancien, mais qui n'était pas… non, qui était… enfin bref. Oui, quelqu'un qui était ancien, mais qui était finalement moins bon que Moins celui bon. qui Eh bien, arrivait il est après. certain que si, dans la pondération, vous mettez un coefficient très fort à l'ancienneté et un coefficient moins fort aux qualités professionnelles, ce n'est pas celui auquel on pense qui sera licencié. Est-ce que pardon, excusez-moi, est-ce que je peux rajouter le facteur du handicap? Est-ce que c'est un frein? Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre des critères. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, on va mettre charge de on va mettre, par exemple, pour l'ancienneté, de 0, je dis n'importe quoi, hein, de 0 à 5 ans, c'est 2 points, de 5 ans à 10 ans, c'est 4 points, et de 10 ans à 20 ans, c'est 10 points. Bon. Et puis là, je vais mettre un coefficient 3. C'est-à-dire que si j'ai 20 ans d'ancienneté, j'ai 10 points, je multiplie par 3, ça me fait 30. Bon. Donc, c'est assez fort. Maintenant, au niveau des qualités professionnelles, si le plus bon des plus bons, le coefficient, vous mettez un coefficient non pas à 3, mais un coefficient à 2, par exemple, eh ben, vous n'arriverez jamais à privilégier les qualités professionnelles. Donc, je m'explique. En ce qui concerne cette pondération, c'est important de le dire, elle est dans la main du chef d'entreprise. Il n'y a pas de règle pour ça. On demande simplement au chef d'entreprise de tenir compte de tout. Mais dans ce tenir compte de tout, il a le droit de dire qu'il va privilégier, prenons notre exemple, je vais privilégier les qualités professionnelles. C'est-à-dire que je vais privilégier les bons résultats de mes commerciaux, quand bien même celui qui a ces bons résultats est plus jeune dans l'entreprise, et quand bien même j'ai un ancien qui n'est pas très très bon. Donc c'est cet ancien pas très très bon, sous réserve que par ailleurs il n'est pas divorcé, 3 enfants en bas âge à charge, et puis un peu un handicap par-dessus. Enfin, vous voyez, je le dis de façon encore une fois légère, mais n'y voyez aucune arrogance de ma part. Bon, voilà, que sur les autres motifs, il n'y a pas de spécificité particulière. Eh bien, on pourra privilégier les catégories professionnelles. Et là, c'est important de le dire, c'est dans la main du chef d'entreprise. À lui de faire une présentation, vous l'avez compris, qui soit une présentation objective, et les chiffres là peuvent aider. Et c'est un tableau, vous l'avez compris, qui n'est pas complètement simple à mettre en œuvre, mais qui sera effectivement en fonction, en gros, de ce à quoi vous voulez arriver. Dernière question avant de passer à la suite, parce que le temps passe. Oui, le temps passe comment? Oui, tout à fait. Oui. Pourquoi pas un accord de performance collective qui se substitue à un licenciement économique qui, in fine, supprime un poste s'il est refusé par le salarié? Là, si vous voulez, c'est la voie royale. Bien évidemment. Bien évidemment, et l'accord de performance collective est un vrai sujet. Il faudra peut-être d'ailleurs en faire une de nos thématiques, je dirais après la thématique un peu, non pas pessimiste, mais un peu difficile du licenciement pour motif économique. Il est clair qu'il y a des alternatives qui existent, et notamment l'accord de performance collective, qui, je le rappelle, est un accord qui… Alors, un accord, ça signifie qu'il faut avoir des gens en face qui soient d'accord. Mais un accord au terme duquel, par exemple, on vient dire que pendant une durée limitée, par exemple, il ne va pas y avoir de 13e mois, ou il ne va pas y avoir d'augmentation, voire une baisse de salaire. Et si on arrive à obtenir un accord sur ce point avec des partenaires sociaux ou avec des salariés, si on en a moins de 10, hein, rappelez-vous, la négociation collective, elle peut se faire désormais avec un seul salarié, enfin bref, elle peut se faire sans avoir besoin de délégués syndicaux. Eh bien, l'accord de performance collective, on fixe une règle du jeu, et ceux qui ne sont pas d'accord, ce n'est pas un licenciement pour motif économique, c'est un licenciement
il y a une formule un peu latine, un peu jargonnante de sui generis, mais j'ai le droit de vous licencier. Et je n'ai pas à rentrer dans les critères de licenciement, je n'ai pas à rentrer dans la justification d'une cause économique, que sais-je encore, donc c'est une grande simplicité. Donc effectivement, excellente question qui, à mon avis, devrait nous inciter, chère Vanessa, à réfléchir très sérieusement, à faire une thématique sur ce sujet-là, mais il fallait avant passer par le licenciement pour motif économique. Mais oui, bien évidemment, complètement d'accord pour un accord de performance collective, mais on ne pouvait vraiment pas le traiter dans le cadre de ce webinaire. On va donc poursuivre. Maître, nous avons reçu des questions également par email précédemment, il y a quelques jours. Est-ce que je peux vous les livrer? Allez-y, oui, je les avais. D'abord, peut-on licencier les salariés en période d'essai en premier? Ah oui, j'allais répondre oui, mais j'allais un peu vite. Attention. La période d'essai, c'est pour le coup inhérent à la personne du salarié. Donc, oui. Alors, je vais vous répondre oui, parce que dans la vraie vie, c'est oui. Et on a vu beaucoup de périodes d'essai qui ont été interrompues de façon, je ne dirais pas intempestive, mais de façon peut-être un petit peu rapide, début mars, enfin mi-mars, début avril, sans que forcément il y ait eu une véritable appréhension des qualités professionnelles du salarié, puisque je vous rappelle que la période d'essai, c'est apprécier les qualités professionnelles. Donc, quand je dis ça, vous avez compris que je ne suis pas dans la logique du licenciement pour motif économique qui est non inhérent à la personne du salarié. Donc, si on était très orthodoxe, j'ai des difficultés économiques, je ne peux pas rompre au titre du motif économique une période d'essai, je dois procéder par un licenciement pour motif économique d'un salarié qui est en période d'essai. Bref, est-ce que c'est vraiment la vraie vie? Ça, je n'en suis pas complètement certain, je n'en dirai pas plus. On a une autre question qui reprend un petit peu le thème de tout à l'heure, à savoir les entreprises ayant bénéficié d'aides financières du gouvernement dans la mise en place du chômage partiel, ayant bénéficié d'un PGE ou encore d'un prêt BPI, est-ce que cela empêche de procéder à des licenciements économiques? Alors, la réponse formelle est non, parce qu'il n'y a jamais eu d'interdiction de licencier. Maintenant, il est clair que dans la motivation, il va falloir expliquer en quoi cette aide n'empêche pas malheureusement d'en passer par là, pour reprendre le titre de notre webinaire. Donc, ça va supposer, si vous voulez, une justification un petit peu plus forte. Mais ça n'empêche pas, dans le principe, de procéder à un licenciement pour motif économique. Quels sont les délais légaux d'entretien obligatoire? Ça, on va en parler là dans le comment, là. D'accord. Vanessa, vous de votre côté, d'autres questions? Je pense qu'on va poursuivre et puis il y a d'autres questions qui viendront. Bon. Donc on va procéder donc alors ça sera beaucoup plus rapide, hein, ça va être un rappel parce qu'il faut être le comment, ce sont les procédures de licenciement. Alors avec un triptyque, hein, licenciement individuel, petit licenciement collectif, moins de 10, et puis grand licenciement, 10 et plus. Alors, le licenciement individuel, en gros, c'est comme un licenciement normal. C'est quasiment comme un licenciement normal, c'est-à-dire qu'il y a une convocation d'entretien préalable, il y a un entretien préalable, et puis une lettre de licenciement. Il y a deux spécificités qui ont leur importance, d'inégale importance, mais qu'il faut absolument citer. La première, c'est que vous engageant dans une logique de licenciement économique, l'entreprise doit proposer le contrat de sécurisation professionnelle et doit le proposer au moment de l'entretien préalable. Vous savez que c'est ce contrat de sécurisation professionnelle pour lequel le salarié a un délai de 21 jours pour réfléchir, je prends ou je ne prends pas. S'il ne prend pas, il fera l'objet d'un licenciement pour motif économique, et donc il y aura un préavis qui courra, etc. etc. Et s'il prend, le contrat de travail, même s'il a répondu dans les 24 heures, le contrat de travail prendra fin 21 jours après la remise, donc c'est-à-dire 21 jours après l'entretien préalable, et il prendra fin comme un accord. Alors, ce n'est plus tout à fait le terme qui est indiqué dans le Code du travail, mais le contrat de travail prendra fin, et en fait, le préavis, parce que il n'y a pas ne soyez que les entreprises ne se réjouissent pas, le préavis quand même n'est pas perdu pour tout le monde, puisqu'il est versé, non pas aux salariés, mais il est versé à Pôle emploi. Voilà. Donc ça, c'est toute la logique du CSP, avec la nécessité, je vous le rappelle, lors de l'entretien préalable, d'énoncer
verbe énoncer, les motifs de licenciement. Et je vous rappelle un point de procédure important. Le salarié, quand il décide d'adhérer à un CSP, doit avoir eu connaissance des motifs pour lesquels on lui a proposé un CSP, du motif pour lesquels on a envisagé un licenciement pour motif économique. Et comment j'en rapporte la preuve? Eh bien, j'en rapporte la preuve simplement qu'au moment de l'entretien préalable, je lui remets une lettre qui contient l'énonciation des motifs du licenciement et qui, lettre que je remets contre un récépissé, en même temps que la documentation CSP, et qui prouve bien qu'il a adhéré en toute connaissance de cause. C'est très, très, très important ce point-là, parce qu'on a vu parfois des petits malins adhérer dans la minute qui suit, dans la demi-heure qui suit la fin de l'entretien préalable, qui n'avaient pas encore reçu le justificatif de ce qu'on leur avait dit oralement, et qui ont dit, ben voilà, moi j'ai adhéré à un CSP sans avoir connaissance des raisons. Et bien dans ces cas-là, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Donc voilà, je vous le dis un petit peu rapidement. Donc, quand on va à l'entretien préalable, autant quand on est dans un licenciement pour motif personnel, j'allais dire normal, personnel, on peut y arriver, le chef d'entreprise peut y arriver les mains vides, il n'y a aucun document à montrer, à remettre au salarié. Autant dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, lors de l'entretien préalable, l'employeur arrive avec 2 séries de documents. Un, c'est tous les documents qu'on peut télécharger sur Pôle emploi, qui sont toutes les notices d'information et d'adhésion sur le CSP, donc ça c'est assez facile à télécharger. Et 2, et vraiment 2, j'insiste, une lettre sur papier en tête de l'entreprise énonçant le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi je vous licencie, je ne vais pas revenir sur les licenciements que j'envisage, je ne vais pas revenir sur les causes, sur le fait que le poste est supprimé, et troisièmement sur le fait que le reclassement est impossible. Donc voilà. Et puis deuxième élément d'information, alors c'est une information qu'on donne à l'administration dans les 8 jours pour les tenir informés. Alors ça n'a pas de caractère, c'est un caractère informatif. J'ai encore vu aucune condamnation ou difficulté à ce sujet-là. Sachez que c'est une information pour l'administration pour ces statistiques. Petit point quand même important que je n'ai pas mentionné, que j'aurais peut-être dû mentionner. Quand le salarié reçoit sa lettre de licenciement pour motif économique, il a un délai de 10 jours pour vous demander quels sont les critères. Pourquoi moi et pas l'autre? C'est la question un peu de façon prosaïque que je posais tout à l'heure. Et donc là, attention, vous avez un délai de 10 jours à nouveau pour lui répondre et pour dire, écoutez, voilà, c'est pas vous, c'est vous qui avez été licencié et pas tel autre, parce que voilà, vous, quand je prends les 4 critères, quand on additionne et quand on pondère l'ancienneté, les difficultés de réinsertion, les qualités professionnelles, c'était vous et pas l'autre. Donc là aussi, attention à répondre aux salariés. Donc, licenciement individuel, objectivement, à part ces 2 spécificités, pas d'éléments saillants à indiquer. Là, vous l'avez compris, c'est qui on licencie et qui est un vrai choix quand on a des salariés de même catégorie professionnelle. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au petit licenciement collectif. Alors, on le dit petit, hein, c'est un terme non juridique, mais qui permet de savoir de quoi on parle. Donc, de 2 à 9 salariés, hein, on est en collectif à partir de 2. Alors là, c'est la même chose que ce que j'indiquais tout à l'heure, avec un bémol qui est en amont, la consultation du CSE, la consultation du CSE sur le pourquoi du licenciement, quelles sont les raisons pour lesquelles on licencie. C'est important parce qu'il faudra dans ce cas-là préparer en amont une note d'information un peu étayée pour justifier de ce que j'indiquais tout à l'heure, hein, on revient toujours à la même chose, hein, les causes, quelles sont les causes économiques, quelles sont les conséquences, suppression d'emploi, pourquoi absence de reclassement, etc. etc. Bref. Et donc, il y a cette consultation en amont du licenciement, consultation du CSE, en amont. Sur ce sujet-là, une petite interrogation que nous avons, mais je ne voudrais pas alourdir le débat à ce sujet, c'est sur les délais. Vous savez que quand on consulte un CSE, il a un délai d'1 mois pour répondre, en principe. Et s'il ne répond pas, c'est un avis négatif. Il se trouve que pendant la crise du Covid, enfin la crise sanitaire, il y a un certain nombre de dispositions qui sont intervenues pour raccourcir les délais de communication, enfin de convocation du CSE et les délais dans lesquels le CSE doit répondre, doit donner son avis. Vous voyez, on passe de 3 jours à 2 jours et de 1 mois à 8 jours. Est-ce que ça s'applique au licenciement collectif de 2 à 9 salariés?
Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas une réponse claire et nette à vous donner, surtout si la cause économique n'est pas en lien direct avec le Covid. Je ne veux pas insister sur ce point. J'aurais envie de dire que quand on se lance dans un licenciement pour motif économique, la priorité, c'est effectivement, surtout si on a un CSE, de lui apporter toutes les informations utiles et peut-être dans ce domaine, moins que dans d'autres, la précipitation est vraiment souvent pour l'entreprise source de difficultés. On risque de se prendre les pieds dans le tapis dans les différents obstacles. Donc là aussi, ne confondons pas vitesse et précipitation. Et il est peut-être probable qu'il vaut mieux conserver un certain nombre de, comment dirais-je, de délais de consultation peut-être plus longs et sans prendre le risque de se retrouver dans une situation que le législateur n'aurait pas complètement voulu. Voilà pour les licenciements de 2 à 9. Et puis, dernier sujet, qui est un sujet que j'ai résumé en 2 slides, mais là, pour le coup, il y a des livres entiers à ce sujet-là. C'est à partir de 10. Alors là, vous savez qu'on est dans une autre logique. L'autre logique, quelle est-elle? Vous l'avez compris, que qu'on soit dans le premier ou dans le petit licenciement, dans le licenciement individuel ou dans le petit licenciement économique, l'employeur reste maître de la situation. C'est lui qui décide et c'est lui qui prend sa décision seul au bout du compte. Bon, elle sera contestée, pas, mais c'est lui seul c'est lui seul qui décide. Quand on est à partir de 10, eh bien, il n'est plus seul à décider. Il doit préparer ce que l'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, qui est un document qui soit fait l'accord d'un collectif avec les représentants du personnel, ce qui, vous l'assurez, n'est pas forcément facile sur cette thématique, soit un document unilatéral quand on n'a pas réussi à mettre en place un accord, et puis surtout, ce document, et c'est là qu'intervient un troisième intervenant, hein, enfin le premier intervenant étant le CSE. Là, on en a un second qui a un poids conséquent, qui est la directe, qui va homologuer ou non le PSE. Et donc, tant qu'il n'y a pas cette homologation par la directe, tant qu'il n'y a pas cet accord, ça ressemble un peu, même si c'est bien sûr pas la même chose, à l'autorisation de licenciement des années 80, dont on se rappelle maintenant sur d'un plan de vue historique. Eh bien, tant qu'on n'a pas cet accord de la directe, eh bien, on ne peut pas y procéder par des licenciements, on ne peut pas procéder au licenciement pour motif économique. Donc, vous imaginez bien que ces opérations, qui sont des opérations lourdes, passent notamment par des négociations, osons le terme, même si c'est peut-être pas forcément si approprié que ça, avec la directe, parce qu'au bout du compte, c'est elle qui va décider, et elle appréciera le contenu du plan social. Et ce contenu du plan social, alors on ne dit plus plan social maintenant, un terme plus jargonnant, on dit plan de sauvegarde de l'emploi, est-ce qu'il contient des modalités de mise en œuvre de mesures d'adaptation et de reclassement? En d'autres termes, quelles sont les mesures que l'on prend pour ceux qui s'en vont? Comment on les aide? On ne se contente pas de leur proposer d'adhérer à un CSP. Est-ce qu'on va les aider avec de l'outplacement? Est-ce qu'on va les aider avec de la formation? Quel est le budget que l'on va mettre en œuvre? Et c'est là où on s'aperçoit qu'un licenciement collectif de plus de 10 salariés, c'est une épreuve. Alors là, je parlais de course d'obstacles, mais là, les haies sont encore plus hautes et sont encore plus compliquées à franchir, puisqu'il y a notamment ces différentes mesures et ce document qui va contenir tout ce qu'une entreprise est capable de donner. Et vous aurez compris que plus l'entreprise appartiendra ou n'appartiendra pas à un groupe, et un groupe plus ou moins riche, plus les exigences à l'égard de l'entreprise seront différentes. Donc ça, c'est un sujet très très lourd, au moins de 10 salariés, qui s'inscrit dans un délai cette fois-ci beaucoup plus long, alors là, dont on est certain qu'il n'a pas été raccourci par les dispositions législatives en cours de Covid. Là, c'est vraiment les règles habituelles de droit commun qui s'appliquent, avec au moins 2 réunions du CSE et une durée d'au moins 2 mois quand le nombre de licenciements est inférieur à 100. Alors après, et on va jusqu'à 4 mois quand il est au moins 250. Bref, mais on est parti sur une période qui est d'au moins 2 mois, avec, vous le savez, alors je ne dirais pas le risque, mais la possibilité pour le CSE de prendre un expert qui, tout demeurant, cher, et qui va être le troisième partenaire cette fois-ci, enfin le partenaire, je ne sais pas si c'est bien le bon mot, mais au moins le troisième interlocuteur. Je peux vous assurer, pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises auprès de sociétés que j'ai accompagnées, que les discussions avec les experts comptables choisis, ou l'expert plus exactement choisi par le CSE, je peux vous assurer qu'ils font souvent le travail à la place du CSE et sont des interlocuteurs
souvent de qualité, des gens tout à fait sérieux, et qui vont mettre l'entreprise sur le grill, et vont le mettre sur le grill sur 2 sujets principaux. Un, est-ce que véritablement il n'y aurait pas eu d'autre solution qu'un licenciement pour motif économique? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu repenser l'organisation du travail? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu repenser la production? Bref, vraiment, on est mis sur le grill par l'expert du comité d'entreprise, du comité du CSE. Et puis deuxièmement, si manifestement il n'y a pas d'autre choix que de procéder à un licenciement pour motif économique, eh bien l'expert va venir titiller, pour ne pas dire plus, va venir, comment dirais-je, créer une véritable négociation dont il mettra chaque fois le direct en copie, bien évidemment, pour dire, attendez, les mesures que vous proposez elles sont complètement insuffisantes par rapport aux possibilités qu'a l'entreprise. Vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous faites, et donc faites plus. Voilà. Donc là aussi, c'est des processus qui sont des processus longs et qui ne s'improvisent pas, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, au terme de ce webinaire, ça fait 1h20 que nous sommes ensemble. Les observations qu'on souhaitait avec Vanessa vous exposer. Est-ce que maintenant, s'il y a des questions, elles seront bien sûr les bienvenues pour les quelques minutes qui nous restent. Vanessa, avez-vous des... Donc, par rapport, il y a une autre question sur la période d'essai. Un salarié donc, qui a débuté sa période d'essai, qui a été mis en activité partielle en raison du fait qu'il était personne vulnérable, est-ce qu'on peut quand même procéder à la rupture du contrat de travail et de la période d'essai sans forcément passer par un licenciement économique? Ça revient, hein, ça revient. Bah oui, ça a été. On en a eu beaucoup des questions sur la oui. période. Alors attention à la discrimination, attention surtout si la personne est un peu vulnérable, etc. Essayez quand même. Alors, comment dirais-je? Oui, on peut mettre un terme à la période d'essai. Mais essayez quand même d'avoir au moins une semaine de travail où vous avez considéré que la personne n'était pas ce que vous auriez, que c'était une erreur de casting. Voilà. En d'autres termes, finalement, j'aime bien cette expression, Vanessa. En d'autres termes, est-ce que vous avez, je vais le dire autrement, est-ce que vous avez les moyens, honnêtement, de dire que c'était une erreur de casting en dehors de toutes les difficultés économiques que vous avez? Si vous dites oui, c'était une erreur de casting, nous on voulait quelqu'un qui réponde à tel et tel critère et puis manifestement on s'est trompé, bon, bah, vous mettez un terme à la période d'essai. Si ce n'est pas une erreur de casting, vous croisez un peu les doigts et vous rompez la période d'essai. Autre question, peut-on faire un licenciement économique avec un CDD de remplacement la personne est donc en CDD pour remplacer un salarié qui est en congé parental? Non. Non, on peut licencier la personne qui est en congé parental, mais un CDD, ça va jusqu'au bout. Vous n'avez pas de terme à un CDD pour un motif économique. Autre question, si pendant la période du Covid, nous avons eu des graphistes qui étaient en activité partielle pour une plus grande partie que les autres, est-ce que ça va être un critère dans les qualités professionnelles pour pondérer les critères d'ordre ou pas? Non, objectivement, non, c'est pas un bon élément. Qualité professionnelle, il faut vraiment avoir une vraie rétrospective. Il faut vraiment s'inscrire dans le passé du salarié, dans l'exécution de son contrat de travail. Y a-t-il une différence entre les PSE dans les entreprises de plus et de moins de 1000 salariés? Oui, il y a des différences parce je ne suis pas rentré dans ce détail-là, il faut proposer ce qu'on appelle un congé de reclassement dans les entreprises de plus de 1000 salariés ou les groupes de plus de 1000 salariés, qui est une forme de congé qui est une forme de CSP, mais qui est pris non pas cette fois-ci en charge par Pôle emploi, mais pris en charge par l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, on va payer les salariés. Alors, on va continuer à maintenir pendant un certain temps, alors pardonnez-moi un certain temps, parce qu'effectivement, ça va dépendre de chaque cas, pendant lequel le salarié ne travaillera pas, mais son salaire sera maintenu. C'est ça le principe du congé de reclassement. Donc, effectivement, oui, il y a toute une série de règles différentes, et vous l'aurez compris, plus l'effectif est important, plus les règles et les contraintes sont importantes. La période d'essai est-elle prolongée du fait de l'activité partielle? Si elle est totale, oui. Si elle est totale. Si elle est totale, ça veut dire que le salarié ne travaille pas. S'il ne travaille pas, on n'est pas en mesure d'apprécier ses compétences. Donc, la période d'essai, comme une maladie, comme une maladie, pardonnez-moi le raccourci un peu rapide, mais la période d'essai est prolongée d'autant que la période d'activité partielle totale.
Si en revanche, par exemple, j'ai embauché quelqu'un en période d'essai à 35 heures, je le mets comment dirais-je, en activité partielle à 50%, il n'y a pas de report de ma période d'essai parce que j'ai pu apprécier, ne serait-ce que sur un mi-temps, ses qualités professionnelles. Alors là, on a des problématiques CSE pour une entreprise qui doit mettre en place le CSE après l'état d'urgence et qui doit en parallèle lancer des procédures de licenciement pour motif économique. Comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? C'est étape par étape. On n'a pas tellement le choix. On est obligé de procéder. De toute façon, si on a, quand on doit licencier pour motif économique, et en tous les cas, quand on est en collectif, il faut qu'on soit en règle sur des dommages et intérêts. Enfin, il faut qu'on soit en règle avec le CSE. Donc, on est obligé de faire des élections de CSE. Et donc, premier temps, élection de CSE, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde qui se déclare candidat et qui donc bénéficie à ce titre-là d'une protection pendant 6 mois, parce que l'enjeu, fondamentalement, il est là. Mais je ne dis rien, mais vous l'avez compris, l'enjeu, il est là. Et puis, dans un deuxième temps, licenciement pour motif économique. Mais il est certain que faire des élections à chaud, ce n'est pas le meilleur moment pour les faire. Mais malheureusement, on est obligé de les faire avant le 31 août. Donc, si on ne veut pas que nos aides au titre de l'activité partielle soient remises en cause. Quelles sont les indemnités de licenciement économique à verser par l'employeur? Ah, il n'y en a pas. Enfin, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'indemnité supplémentaire. Hein. Il y a l'indemnité de licenciement qui est ce qu'elle est. Ce qui coûte à l'employeur, c'est quand on est dans du collectif, et notamment du collectif plus de 10, où là, il faut payer un certain nombre de mesures pour venir aider les salariés à se reclasser. Mais ça, c'est au cas par cas et c'est dans le cadre de la discussion qu'on a avec la directe ou avec son CSE. On va peut-être préciser le montant de l'indemnité légale de licenciement pour… Oui, elle est sur les 10 premières années d'un quart de mois par année d'ancienneté et après 10 ans d'un tiers. Et, sauf convention collective plus favorable. C'est ça, Vanessa, j'ai Oui, un oui, doute. tout à Moi, je fait. vous en parle. C'est un quart et un tiers. Excusez-moi. Pas de souci. Peut-on faire plusieurs petits licenciements collectifs et sous quel délai? Oui. On peut faire des petites charrettes. Alors, il y a des règles très précises, parce que vous pensez bien que le législateur, qui n'est quand même pas né de la dernière pluie, a bien compris que quand on entend mes explications, on se dit oulala, on va faire des petites charrettes, on ne va pas passer par le PSE, etc. On va rester entre nous. Bon, alors oui, on peut, mais dans certaines limites. En gros, on peut arriver à faire alors j'aime pas le mot charrette, mais des procédures de licenciement qui doivent être espacées au moins d'1 mois et de moins de 10 à chaque fois. Mais là aussi, dans une certaine limite sur une année civile. Bon, le calcul est un peu compliqué à faire, mais c'est possible. Mais ça suppose, si vous voulez, vraiment pour le coup une étude au cas par cas, mais c'est tout à fait possible. Et oserais-je dire que c'est recommandé? Je ne le dis pas. Je n'en pense peut-être pas moins. Quand effectivement, si on a 12 salariés, par exemple, à licencier, est-ce que c'est 12, est-ce qu'il faut vraiment passer par un PSE? Alors là, encore une fois, je sais que je suis enregistré, mais voilà, on peut s'interroger sur ce qu'il ne faut pas se donner un peu plus de temps pour mettre en place un licenciement pour motif économique et effectivement procéder peut-être d'abord par un premier licenciement pour voir. Là, encore une fois, le terme n'est sûrement pas approprié. Et puis si nécessairement il faut en faire 3 autres de plus, on fera une nouvelle série de 3 autres licenciements. 9 plus 3, on arrive à 12, effectivement, mais ça ne se fera pas en même temps, mais avec un espacement d'au moins 1 mois. Et la question est pertinente. Pardon. Sur les critères d'ordre, si nous licencions le groupe complet, cela a-t-il de l'importance? Ah non, non, ça n'a pas d'importance puisque on n'a pas de choix à faire. Oui, alors je reprends, c'est mes 3 assistants. Je reprends mes assistants qui s'occupent de l'accueil physique. J'en ai 3. Je supprime tout. Je supprime les 3 postes. Ils sont seuls de leur catégorie professionnelle au sein de mon entreprise. Non, j'ai pas à appliquer d'ordre des licenciements puisque je n'ai pas de choix à faire.
Autre question, que se passe-t-il si je commence par un licenciement économique individuel parce qu'à l'instant T, j'ai besoin de licencier qu'une seule personne et puis qu'avec le temps, dans un délai, j'imagine, de moins de 30 jours, Voilà. la société a besoin de licencier une autre personne. Et du coup, ça change la procédure Ça en change. cours Il de y procédure. a des petits calculs à faire, des petits calculs de temps à faire pour s'assurer qu'on n'est pas à plus de 10, qu'on n'est pas à 10 ou plus sur 30 jours. D'accord. C'était tout. C'était tout. Écoutez, merci de votre toujours grande attention. On va réfléchir avec Vanessa sur d'autres sujets, mais on a peut-être quelques-uns qui pourront intéresser les adhérents et des sujets, on l'a compris, encore une fois, pour conclure, hein, c'est un sujet, allez, osons le mot, douloureux, le licenciement pour motif économique, douloureux pour le chef d'entreprise parce que peut souvent être vécu comme une forme de… c'est pas une réussite, quoi. Bref, ça peut être vécu comme une forme d'échec. Donc tout est relatif, hein, bien évidemment. Ça peut être aussi une nécessité de le mettre en œuvre pour sauvegarder le restant de l'entreprise. Et je pense qu'il faut vraiment, pour les chefs d'entreprise, s'inscrire dans cette logique qui est de dire c'est une mesure nécessaire, mais je sauve mon entreprise. Mais avoir toujours conscience que c'est quelque chose qui est loin d'être facile et qui a pu justifier effectivement qu'on vous apporte, du moins on l'espère, un certain nombre d'éclairages, d'alertes et de sujets sur lesquels vous avez compris, il faut porter une réelle attention si on ne veut pas faire n'importe quoi, comme toujours dans le monde du travail et dans le droit du travail.